Tu l'as dit, le Bitcoin pourrait remplacer l'or comme valeur de refuge. Pourtant, si je regarde le cours du Bitcoin sur les 5 dernières années, c'est des montagnes russes, hyper volatiles, ça monte, ça baisse. Alors là, ça monte beaucoup, mais ça a quand même énormément baissé. Pour ceux qui investissent depuis un peu plus longtemps, on a eu des moins 50, moins 60, moins 70% en très peu de temps. Comment la phrase valeur de refuge et la volatilité, comment on peut réconcilier les deux? Alors, la première chose à regarder, c'est quand même que Bitcoin est de moins en moins volatile. Et c'est normal, parce que c'est un actif qui devient de plus en plus mature. Moi, quand je suis arrivée là-dedans, tu vois, c'était en 2015, c'était quand même assez courant que Bitcoin fasse plus de 20% ou moins 20% sur une journée. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je me souviens, il y a quelques semaines, Bitcoin a pris 11% en une journée. C'était incroyable, personne n'en revenait, quoi. Donc, cette volatilité, elle a tendance à diminuer. Donc, pour ça, ce qui est bien, c'est d'aller voir les graphiques sur une échelle logarithmique qui permettent de vraiment se rendre compte en proportion que Bitcoin, certes, est volatile, mais de moins en moins. Et ensuite, moi, ce que je conseille, c'est justement pas d'investir dans Bitcoin pour faire du trading et pour revendre dans 3 mois. Parce que même si, là, tu l'as dit, en ce moment, ça monte beaucoup, personne ne sait si le prix du Bitcoin sera plus haut ou plus bas dans 3 mois. Même les meilleurs experts, il y en a aucun qui est capable de le dire. Par contre, tous ceux qui sont à fond dedans sont convaincus que sur le très long terme, là, ça va monter. Et en fait, la tendance, elle va rester à la hausse pendant encore de nombreuses années. Donc, c'est plutôt pour ça qu'il faut investir dans Bitcoin. C'est justement pour se protéger de la chute des monnaies fiat, mais sur le long terme, mais en acceptant la volatilité. Et donc, ça implique de ne pas être scotché à son portefeuille tous les matins non plus. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Est-ce que c'est pas une espèce de prophétie autoréalisatrice? Tout le monde dit que ça va devenir l'or numérique et donc forcément tout le monde en achète, les prix augmentent, donc ça réalise la prophétie et donc d'autres gens rentrent dans le système. C'est un peu un Ponzi en fait. Non, c'est juste comme les actions, quoi. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde... Les actions, c'est des entreprises qui créent, si tout le monde pense qui génèrent du cash flow. Ouais, en fait, tu vas pas me dire que toutes les valorisations des entreprises au Nasdaq sont proportionnelles au cash flow qu'elles génèrent. Mais il y a une correction généralement. Tu vois, on peut avoir une bulle, période d'expansion, et après une période de déflation et de crack. Mais tu vois, dans ton propos, tu pars encore une fois du principe que Bitcoin ne repose sur rien. Ce qui n'est pas vrai, puisque Bitcoin repose sur une technologie, repose en plus sur une énergie qui est produite pour émettre des nouveaux Bitcoins. On en reparlera, j'imagine. Et donc, il y a un fondamental technologique et politique derrière Bitcoin. Et donc, c'est ça qui a de la valeur et c'est là-dessus que le consensus se forme. Tu vois, c'est comme sur l'or, finalement. Alors, l'or, évidemment, il y a des propriétés techniques, etc., qui sont intéressantes aussi. Mais ce qui compte, c'est le consensus social qui se forme autour. Et c'est la même chose sur Bitcoin. Est-ce que c'est un statement politique d'acheter du Bitcoin? C'est un statement politique, mais qui n'est pas nécessairement conscient, accepté, voulu par tous les acheteurs du Bitcoin. Il y a plein de gens qui achètent du Bitcoin parce qu'ils diversifient leur portefeuille sans forcément aller faire des recherches sur le projet qu'il y a derrière. Tu as parlé de l'énergie. Il y a une critique qui est vraiment très à la mode en ce moment. Dans une ère où on a un réchauffement climatique qui est hors de contrôle, je crois qu'on est à plus 4 degrés actuellement, alors qu'on s'était fixé un objectif de plus 2 degrés. Le Bitcoin, c'est du proof of work, tu l'as dit. Du coup, ça consomme énormément d'énergie pour vérifier les transactions. Est-ce que finalement, c'est pas un désastre écologique? Alors, ça consomme beaucoup d'énergie, pas pour vérifier les transactions, mais pour sécuriser le réseau, ce qui est un petit peu différent. Alors, il ne s'agit pas de nier effectivement la consommation énergétique qu'il y a derrière Bitcoin. Maintenant, moi, j'ai quand même une frustration depuis que je suis dans ce secteur-là, c'est que je vois régulièrement des articles de presse qui disent mon Dieu, c'est scandaleux, Bitcoin consomme autant que... Et tu vois, là, c'est la roulette russe des pays, c'est-à-dire que parfois, c'est le Pays-Bas, l'Argentine, etc. Et cette comparaison, alors d'une part, elle est assez fallacieuse, puisqu'en fait, on pourrait aussi faire des comparaisons du genre Bitcoin consomme 2 fois moins que, je sais pas, les téléviseurs dans le monde, par exemple, ce qui permettrait aussi de se rendre compte que la comparaison à un pays a très peu de sens. Et l'autre point, c'est que
n'ait jamais analysé ce que Bitcoin apporte en fait au mix énergétique et à la transition énergétique. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un des atouts du minage qui est toujours omis en fait dans cette analyse de la consommation énergétique. Alors je m'explique, les mineurs de Bitcoin, c'est qui, c'est quoi? Ce sont aujourd'hui des entreprises qui vont mettre à disposition des serveurs pour participer à la sécurisation du réseau Bitcoin. Et donc très concrètement, eux, ils vont dépenser de l'énergie pour résoudre des calculs et ils vont être rémunérés en Bitcoin. C'est à eux en fait que vont les Bitcoins nouvellement émis, donc en ce moment 3,125 toutes les 10 minutes. Donc ces mineurs, en fait, ce sont des agents rationnels en économie. Donc leur intérêt, c'est évidemment de gagner de l'argent, donc de gagner le plus souvent à la compétition et d'avoir des coûts d'électricité qui sont bas, parce que sinon ils sont pas rentables et donc ils ferment. Donc les mineurs, ils vont aller chercher l'électricité la moins chère et surtout l'électricité la plus efficiente, c'est-à-dire qu'ils ont des machines bien spécifiques et l'électricité la moins chère, en fait, aujourd'hui souvent, en fait, c'est celle dont personne ne veut. C'est-à-dire que c'est l'électricité intermittente dans les périodes de surplus. Et donc aujourd'hui, on commence à voir d'ailleurs des entreprises qui travaillent dans les réseaux électriques qui commencent à se dire mais en fait Bitcoin est vachement utile pour gérer les surplus d'électricité, pour équilibrer mon réseau électrique. Les mineurs, en fait, ils sont assez flexibles, donc ils peuvent se brancher sur un réseau, ils peuvent absorber l'électricité en période de surplus, et puis en fait, quand il n'y a pas de surplus, ils arrêtent, eux, ils n'ont plus de coûts, ils gagnent plus de Bitcoin, mais ça, c'est pas très grave. Et donc, les mineurs ont un vrai rôle à jouer dans cette transition énergétique-là parce qu'ils permettent d'accroître la proportion d'électricité renouvelable dans le mix énergétique global. Et ça, c'est jamais analysé et c'est hyper dommage parce que c'est vraiment un outil pour aller financer la transition énergétique vers plus de renouvelables sur le réseau. Est-ce qu'on a mesuré la consommation énergétique d'une monnaie fiat déjà? Pas à ma connaissance. Non, on a mesuré, il me semble, la consommation énergétique du réseau bancaire, des banques dans leur ensemble, mais en incluant, par exemple, les placements qu'elles font avec leur argent, etc. Donc, c'est quand même un système très différent. Sur Bitcoin, voilà, vous ne placez pas votre argent. Je veux dire, le Bitcoin n'est pas investi dans Total ou dans LVMH, quoi. Donc, c'est très différent et je ne pense pas que ce soit hyper comparable.